C'est vous qui m'avez appris, Ivo. Et vous étiez étonné que je vous dise que je n'étais pas au courant de la décision. C'est la stricte vérité. C'est pourquoi je vous reçois pour vous donner les explications. Parce que je pense que vu la gravité de la décision, chacun répondra devant l'histoire. Chacun devra s'assumer. Comme tout procès politique, tous les acteurs répondront devant l'histoire. Donc c'est à ce titre que j'acceptais de donner des explications sur le déroulement de la procédure, comment on en est arrivé là. Moi-même, je n'étais pas au courant de la décision, parce que nous avons quitté avant la fin de l'audience. Et pourquoi vous avez quitté avant la fin de l'audience? Bon, si vous voulez, je peux vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Chérif était effectivement poursuivi devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature en tant que magistrat du parquet. C'est pourquoi la formation disciplinaire est présidée par le procureur général. S'il s'agit d'un magistrat du siège, la formation est présidée par le président de la Cour suprême. Donc c'était la formation disciplinaire présidée par le procureur général près la Cour suprême. Donc ce matin 10h, d'emblée, nous avons demandé à la Cour, nous avons annoncé à la Cour que nous avons quelques exceptions et des préalables à poser. On a été autorisé à faire. Le premier préalable, on a récusé le procureur général. Vous vous souvenez que Chérif a été poursuivi il y a un an, au mois de juin 2022, je crois. Il avait déjà été poursuivi. Et dans cette procédure, on avait récusé le procureur général. Et le Conseil a fait droit à notre demande de récusation. Ensuite, on a récusé 2 autres magistrats, notamment un syndicaliste et l'inspecteur général des services qui avaient opiné sur les faits. Mais la Cour a rejeté ces 2 récusations et on a fait un recours contre ce rejet. Et la Cour a renvoyé la procédure jusqu'à ce que la section administrative statue sur notre recours. C'est extrêmement important à noter à ce stade-là. Donc aujourd'hui, on a commencé par ça, disant, bon, nous récusons le procureur général pour les mêmes motifs qui vous avaient conduit à le récuser il y a un an, à savoir qu'il était le supérieur hiérarchique de Chérif. Quand il était procureur général, Chérif était premier avocat général. Leur collaboration a mal tourné pour une question de conception sur les procédures que Chérif a considérées comme des procédures politiques. Vous vous souvenez de ça également, le dossier de la déstabilisation. Chérif a exprimé un désaccord profond avec sa hiérarchie sur ces procédures-là. Et c'est son patron, le procureur général, qui a demandé au ministre d'introduire contre lui une procédure disciplinaire. Et à l'époque, Chérif lui-même avait déposé plainte pour forfaiture contre le procureur général et le président de la Cour de l'époque pour ce qu'ils ont fait dans ces procédures-là. La violation de la loi, quand c'est un magistrat, ça s'appelle une forfaiture. Donc Chérif avait porté plainte. Donc nous avions dit à l'époque, quelqu'un qui vous poursuit, qui porte plainte contre vous, quelqu'un dont vous avez demandé la révocation pour les faits que vous allez examiner aujourd'hui, vous ne pouvez pas le juger. Le code de déontologie des magistrats annexé au statut de la magistrature dit que lorsqu'il y a des doutes raisonnables qu'un magistrat ne puisse pas être impartial dans sa décision, il doit se récuser. Donc on a récusé. À l'époque, la Cour a fait droit à récuser le procureur général. C'est le même procureur général, c'est le même avocat général qui est là devant eux ce matin. Nous avons dit, donc, on vous demande de récuser le procureur général. Première chose. Deuxième chose, la formation qui est en train d'examiner, qui veut examiner le dossier de Chérif est incompétente. Parce que selon les statuts de la magistrature, les magistrats relèvent de la discipline, de la section disciplinaire présidée par le procureur général lorsqu'il s'agit des magistrats du parquet et de la section
disciplinaire présidée par le président de la Cour suprême lorsqu'il s'agit des magistrats du siège. Alors, Chérif, aujourd'hui, est en position d'attente. Il n'est ni au parquet, ni au siège. C'est une position prévue par les statuts. Il a été révoqué de son poste d'avocat général. Alors, l'astuce utilisée dans la procédure, on dit Chérif Koné, précédemment premier avocat général. Non, les faits pour lesquels on le poursuit n'ont pas été commis pendant qu'il était avocat général, pendant qu'il n'était plus rien du tout. On l'a révoqué et on ne l'a pas réaffecté. C'est fait, c'est quoi? C'est fait. C'est la procédure qui était introduite contre lui, que j'ai évoquée tout à l'heure. Quand il a porté plainte pour forfaiture contre le procureur général, c'est dans le dossier de la déstabilisation. C'est ces différends-là entre eux qui ont fait qu'on a demandé, là on l'a révoqué par décret de son poste de premier avocat général, en même temps qu'on l'a poursuivi devant le conseil de discipline. Donc, à la date des faits qu'on lui reproche aujourd'hui dans cette procédure, Chérif n'était plus rien. Il était en position, comme dit l'administration, en position d'attente. Donc vous ne pouvez pas lui donner la qualité de magistrat du parquet pour le faire juger par la section disciplinaire présidée par le procureur général. Ça me paraît une évidence. Donc on a soulevé cette exception, disant, donc on vous demande de vous déclarer incompétent. Ensuite, nous avons deux questions préjudicielles, cette fois-ci qui découlent de la nouvelle constitution qui vient d'être promulguée. Vous poursuivez Chérif parce qu'il s'est opposé à cette constitution, mais elle a été votée par le peuple souverain du Mali, elle a été promulguée par le président de la transition, donc elle est en vigueur. Elle s'impose à Chérif, elle s'impose à nous, mais surtout elle s'impose à vous. Or, qu'est-ce que dit cette nouvelle constitution? En cela, elle répète la constitution de 92. Elle dit que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Et la même constitution vous dit que le président de la République est celui qui est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans. Nous disons donc, le président de la transition qui vous a demandé de poursuivre Chérif n'a plus qualité aujourd'hui pour présider le Conseil supérieur de la magistrature. Du fait de la promulgation de la nouvelle constitution, la charte n'a plus d'existence. C'est ce qu'ont dit les auteurs de la nouvelle constitution. La charte n'existe plus. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles élections présidentielles, il n'y a pas de président de la République. Donc, le président de la transition ne peut pas vous demander de poursuivre quelqu'un en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Première question préjudicielle. Deuxièmement, la nouvelle constitution dit que le Conseil supérieur de la magistrature est composé pour moitié de magistrats et pour moitié de citoyens choisis en dehors du corps de la magistrature. 50%, 50%. C'est ce que dit la nouvelle constitution qui est rentrée en vigueur, qui a été promulguée. Disons donc aujourd'hui, la formation qui siège est composée presque exclusivement de magistrats. Il y a à peu près 17 magistrats sur 19. Il n'y a que 2 de l'administration, l'inspecteur général des services et le directeur de la fonction publique, je crois. Tout le reste sont des magistrats. Donc cette composition aujourd'hui, au regard de la nouvelle constitution, est irrégulière. C'est un fait, ce n'est pas discutable. Maintenant, j'ai dit, cette nouvelle constitution en vigueur dit dans un de ses articles, je pense que c'est l'article 189, que la législation antérieure n'est plus valable lorsqu'elle est contraire à la nouvelle constitution. Or, la composition actuelle du Conseil supérieur de la magistrature est régie par une ordonnance qui date de 2003. Manifestement, cette ordonnance est contraire à la nouvelle constitution aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas, en aucun cas, vous ne pouvez appliquer cette ordonnance. On doit attendre
la nouvelle ordonnance qui a été prévue par la présente Constitution, qui dit que la formation actuelle telle que prévue va faire l'objet d'une loi organique. Et cette loi organique n'est pas encore intervenue. Donc on est obligé d'attendre qu'elle intervienne pour que le Conseil soit régulièrement composé. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez plus invoquer l'ordonnance de 2003 qui n'est plus conforme à la Constitution. Je dis donc voilà les questions préjudicielles que nous soulevons. Si d'aventure vous estimez que vous ne pouvez pas trancher ces deux questions préjudicielles, nous vous demandons, toujours en application de la nouvelle Constitution, de renvoyer devant la Cour constitutionnelle. Parce que nous avons, et c'est un des avantages que j'avais salué de cette nouvelle Constitution contre laquelle moi-même je n'ai pas été d'accord au départ, pour différentes raisons, mais aujourd'hui elle s'impose à nous tous. À nous tous, nous sommes régis par cette nouvelle Constitution. Donc elle a une disposition que je salue, qui permet désormais de soumettre l'exception d'inconstitutionnalité des lois déjà promulguées à la Cour constitutionnelle, par le biais de la Cour suprême. Lorsque l'exception est soulevée dans une instance judiciaire, on saisit la Cour suprême qui renvoie devant la question devant la Cour constitutionnelle qui doit trancher, qui doit dire si oui ou non la législation antérieure est conforme à la Constitution. Et donc j'ai dit dans mes observations que le président de la Cour suprême, qui est membre de cette formation, qui est là présent, il a le loisir de saisir éventuellement la Cour constitutionnelle pour demander son avis. Oui ou non, l'ordonnance de 2003 qui définit la composition actuelle du Conseil supérieur est-elle conforme à la nouvelle Constitution ou non? C'est prévu dans les nouvelles dispositions de la Constitution. Donc, nous avons dit, si vous ne vous dessaisissez pas vous-même, d'emblée, demandez l'avis de la Cour constitutionnelle. Donc, sur ces observations, la Cour a suspendu pour délibérer. On a attendu un peu plus de 2 heures de temps. Ils sont revenus. Ils nous ont appelés, ils ont dit, bon, la Cour a examiné vos exceptions, les a rejetées. Donc, nous allons passer au fond. J'ai dit, Monsieur le Président, si vous permettez, vous venez de rendre cette décision, nous avons le droit de faire un appel de cette décision. Alors, nous vous demandons un renvoi à 8 ans pour nous permettre de réfléchir, de partager avec mon client nos réflexions là-dessus, si oui ou non, on doit relever appel de votre décision actuelle. Je dis, vous vous souvenez que dans une précédente procédure, vous avez refusé de récuser 2 de vos collègues. On a fait un recours devant la section administrative et vous avez renvoyé jusqu'à ce que la section statue. Je dis donc, on est dans le même cas, mais nous ne vous disons pas tout de suite que nous allons faire le recours. Donnez-nous 1 semaine pour qu'on réfléchisse, pour vous dire si on exerce le recours. À ce moment-là, on va vous demander de surseoir jusqu'à ce que le recours soit examiné. Ou alors, si on n'exerce pas de recours, nous allons venir devant vous plaider le fond. Ils ont dit, très bien, on va délibérer, retirez-vous. On s'est retiré. Ils ont délibéré, ils nous ont rappelé, bon, nous avons rejeté votre demande de renvoi. Donc, on va passer au fond. Je dis non, Monsieur le Président, je suis désolé. Vous avez rejeté la demande de renvoi. Le temps que vous avez pris pour réfléchir, nous aussi on a réfléchi. Nous avons décidé de relever appel de votre décision rejetant les exceptions. Je vous en informe. Donc nous allons régulariser le recours et on va vous le justifier. Donc on vous demande de surseoir jusqu'à ce que notre recours, que nous allons inscrire dès demain, soit jugé. À nouveau, suspension pour délibérer, se retirer. Ils sont délibérés, ils nous ont appelés. Non, cette demande aussi est rejetée. On va passer au fond. Non, Monsieur le Président, nous ne sommes pas d'accord. Vous ne pouvez pas passer au fond comme ça. En tout cas, nous n'allons pas être complices de ce vice de procédure qui va nous rattraper.
Je dis parce que si dès le départ, vous aviez joint les exceptions au fond, ce qu'on fait, ce qui se fait, on aurait été obligé de plaider le fond du dossier. À ce moment-là, on va plaider les exceptions et le fond en même temps. Et vous allez rendre une seule décision contre laquelle on peut se pourvoir. Mais dès lors que vous avez accepté de statuer séparément sur les exceptions, si nous inscrivons un recours contre ces exceptions, vous êtes obligé d'attendre. Ça, c'est la procédure. Je dis, vous êtes de très hauts magistrats, ça, c'est de la procédure pure et simple. Parce que qu'est-ce qui peut arriver? Il y a un déni de justice ou une contrariété de décision. Si vous statuez aujourd'hui, au fond, alors que nous avons fait un recours sur les exceptions, et que le recours nous dit que vous n'êtes pas compétent, alors que vous avez déjà jugé, on fait quoi? J'ai donc, franchement, face à ces risques de contrariété, nous, on ne peut pas plaider le fond. Nouveau délibéré, c'est bon, on suspend pour délibérer sur la question. Ils ont suspendu, ils sont revenus, vos observations sont rejetées, on passe au fond. J'ai dit, Monsieur le Président, avec tout le respect que nous devons, nous ne pouvons pas, dans ces conditions-là, participer au débat au fond. Vous nous excusez, mon client et moi, nous allons nous retirer. Faites. Voilà, à 15h, nous sommes partis de 10h à 15h. Et c'est vous qui m'avez appris la décision de la Cour. Moi, j'avoue que je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné. Mon client non plus. Et j'ai dit dans mes observations, j'ai dit quelque chose que je vais redire. J'ai dit, nous sommes en face d'un procès politique. Je l'ai dit au Conseil supérieur. Pourquoi? Je leur ai dit à la fin de mes observations sur les exceptions, j'ai dit, je tiens à exprimer, à élever une vive protestation, à exprimer ma profonde indignation face au comportement du ministre de la Justice et du rapporteur dans ce dossier. Parce que le ministre de la Justice, en saisissant le président de la transition pour lui demander d'introduire un recours et de traduire Chérif devant le conseil de discipline, a indiqué entre autres motifs que Chérif a rencontré Maître Kassoum Tapo, président du Morema, un homme politique. Il a cité d'autres hommes politiques, mais il m'a cité nommément dans le dossier. Mais comment vous savez cela? Comment vous savez que c'est lui qui l'a fait? Mais il y a sa lettre dans le dossier, justement. C'est ce que j'ai dit. C'est indécent de mettre les gens en cause sans qu'ils soient informés, sans qu'ils sachent, sans qu'ils puissent se défendre. J'aurais jamais su si j'avais pas été l'avocat de Chérif. Là, je l'ai su parce qu'on m'a communiqué le dossier. Et quand j'ai lu le dossier, la première pièce, c'est une des premières pièces, la saisine du président de la transition par le ministre de la Justice. Quand j'ai vu ça, que Chérif a rencontré telle date Maître Kassoum Tapo, président du Morema, j'ai dit, attends, j'ai dit, on plaisante ou quoi? Moi, j'ai reçu Chérif à mon cabinet d'avocat. Le Morema a un siège où j'ai l'habitude de recevoir le ministre de l'administration territoriale qui m'a rendu une visite au siège du Morema. Et j'ai reçu Chérif à mon cabinet. Et je leur ai dit, le ministre de la Justice ne peut pas savoir ce qui se dit dans le secret de mon cabinet. Il n'a pas le droit de savoir le secret des entretiens entre l'avocat et son client. Comment il peut se permettre d'écrire dans un rapport au président de la transition que Chérif a rencontré Kassoum Tapo, président du Morema? J'ai dit, mais il y a plus grave. Il a désigné une mission de vérification des faits. Les conclusions de cette mission sont dans le dossier aussi. Et la mission, je le demande, le rapporteur était là-bas, je dis, monsieur, vous avez vérifié quoi? Est-ce que vous avez demandé, vous m'avez appelé, vous m'avez entendu pour me demander ce que Chérif et moi, on s'est dit? En quelle qualité je l'ai reçu? C'était en qualité d'avocat ou de politicien? Vous ne m'avez pas, vous n'avez rien vérifié du tout. Mais mieux que ça, vous avez ajouté 2 contre-vérités. J'ai dit, vous avez écrit que Chérif était à la conférence du 20 février, conférence de presse, où se trouvait encore une fois Maître Kassoum Tapo. J'ai dit, c'est faux et archi faux. Et je vous mets au défi d'apporter la preuve, d'apporter une vidéo, parce que ça a été public,
si vous m'avez vu, même à l'approche de la salle de conférence de ce jour-là, je n'y étais pas. Donc c'est faux. J'ai dit, deuxième contre-vérité, vous avez dit dans le rapport que j'ai rencontré Chérif avec le général Senko. J'ai dit encore faux. C'est faux et archi faux. Il dit, je n'ai pas rencontré le général Senko depuis la transition de 2012, où je l'ai rencontré devant le président du Faso, Blaise Compaoré, où j'ai dénoncé en tant que j'étais le porte-parole du FDR, j'ai dénoncé son coup d'État. On était opposés. Depuis ce temps-là, je n'ai jamais rencontré le général Senko. J'ai dit, mais je me souviens quand je partais à Ouaga, dans l'avion, il y avait un magistrat syndicaliste qui encore aujourd'hui est parti au CNT, qui a soutenu les putschistes en 2012, qui aujourd'hui était au CNT. Est-ce que vous l'avez jamais poursuivi? Est-ce que vous lui avez jamais reproché d'avoir fait de la politique? J'ai dit, bon, en réalité, il y a deux camps. Il y a les magistrats et les avocats qui choisissent les camps de la démocratie et ceux qui choisissent le camp de la dictature. J'ai dit, je vais vous donner en témoignage un autre magistrat. Je donne son nom parce qu'aujourd'hui il est avocat. Mais c'est en tant que magistrat en 91 qu'il a lutté pour la constitution de 92 qui garantit aujourd'hui votre indépendance. C'était Hamidou Diabaté. Il a subi toutes sortes de brimades sous le régime de Moussa Traoré en tant que magistrat. J'ai dit, l'histoire lui a donné raison et la place qu'il mérite dans l'histoire. J'ai dit, il en sera ainsi pour tout le monde. L'histoire va nous juger tous selon le camp qu'on va choisir. Donc pour vous, c'est le ministre de la Justice qui a demandé au président de vous poursuivre. Moi, c'est comme ça que se passe la procédure. C'est le ministre qui a demandé au président de la transition de poursuivre, de traduire Chérif en conseil de discipline. Et le président de la transition a ordonné au procureur général, qui est le président de la formation disciplinaire, si c'est un magistrat du siège, c'est le président qui l'a saisi, qui lui a demandé d'ouvrir la procédure disciplinaire. Et dans justement, il y a un faux manifeste même à ce niveau-là, parce qu'ils ont mis précédemment avocat général, comme si il avait agi dans ses fonctions d'avocat général. Après, la seule question pendant ces débats-là qui nous a été posée, qui a été posée par Chérif et par le procureur général à Chérif, c'est est-ce que Chérif, vous n'êtes pas membre de la référence de l'association des procureurs et poursuivants? Et alors? Il était président de cela quand il était procureur déjà. Le fait d'être président de cette association ne fait pas de lui précédemment avocat général pour être justiciable. D'ailleurs, Chérif a eu un mot humoristique qui m'a fait rire. Il a dit, mais le président de la transition, il était précédemment président du commando de je ne sais pas quoi là. Bataillon autonome des forces spéciales. Voilà, des forces spéciales. Pourquoi vous ne dites pas précédemment commandant du bataillon des forces spéciales? Les présidents de la transition. Bon, voilà, bon. Donc, j'ai dit, et je suis à l'aise pour le dire aujourd'hui, que nous sommes dans un procès politique. Le ministre de la Justice est un magistrat. Il exerce une fonction éminemment politique. Est-ce qu'il a démissionné? Ne devrait-il pas faire l'objet de poursuites dans ce cas? Même avocat, quand tu acceptes d'être ministre, tu es omis du tableau. Tu ne peux plus être avocat. Voilà un ministre qui prend sa plume, qui écrit pour dire un magistrat dénonce la réforme constitutionnelle, s'oppose aux réformes et aussi aux autorités de la transition. Et c'est en enchaînant qu'il dit immédiatement, la preuve, il a rendu visite à Maître Kassoum Tapo, il a rendu visite à XY. C'est lui qui va décider que je suis opposant. Cela serait, est-ce que c'est son problème? Dans la mémoire collective des Maliens, ceux qui sont en train de nous suivre, pensaient en fait, c'est ce que les gens pensaient, hein, qu'il avait été poursuivi, M. Koné, parce qu'il est magistrat. Et pendant qu'il est magistrat, il a des activités politiques. Et visiblement, dans les statuts des magistrats, on ne doit pas le faire. Oui, c'est ce que je dis.
Il n'a pas eu d'activité politique. Il a pris position contre une réforme sociale majeure. Ça, c'est le fond du dossier. Moi, je ne rentre pas là-dedans. La nouvelle constitution donne le pouvoir aux associations de la société civile de défendre toutes les réformes sociales. Chérif est magistrat, il est syndicaliste. Il est président d'un syndicat de magistrats. Et c'est en cette qualité qu'il a participé avec d'autres, des politiciens certes, mais dans un combat contre la réforme constitutionnelle, contre la nouvelle constitution. Ce n'est pas faire de la politique. Les statuts interdisent aux magistrats de participer à un parti politique, de participer à des prélèvements de fonds au bénéfice des partis politiques, etc. C'est expressément dit dans les statuts ce que le magistrat ne doit pas faire. Mais ça ne veut pas dire que le magistrat vit en dehors de la société et qu'il ne peut pas mener un combat qui puisse avoir une nature politique. C'est comme je vous dis, Hamidou Diabaté, magistrat de son État. Moi, à l'époque, j'étais avocat au barreau de Paris. J'ai connu Hamidou Diabaté parce qu'il est venu faire une formation à l'école de magistrature de Paris. Nous avons milité ensemble au sein de l'association des étudiants et stagiaires maliens en 86, dans les années 80. J'ai connu Hamidou comme ça. Mais après, il est revenu à Bamako ici, magistrat toujours, je crois il était même président du tribunal du travail. Il a fait la lutte avec Muntakatal, avec Cheikh Omar Sissoko, avec les Euro et autres. Ils ont lutté contre la dictature. Hamidou a été emprisonné. Chérif m'a rappelé qu'il a été rendre visite à Hamidou, à la brigade où il avait été arrêté, en tant que magistrat, parce qu'il s'était opposé justement à la dictature. Parce qu'il avait réclamé, il militait même au sein du CNID, mais qui était une association politique, ce n'était pas un parti politique. L'histoire lui a donné raison. Il y a eu d'autres magistrats qui ont lutté pour l'avènement de la démocratie, mais d'autres ont choisi l'autre camp, le camp de la régression. C'est leur droit. Comme je l'ai dit là, il y a un magistrat qui était dans la même position que Chérif, qui a été magistrat et syndicaliste. Il a défendu bec et ongle la transition de 92. Même les putschistes de l'époque ont accepté de retourner à l'ordre constitutionnel. On les a contraints à revenir dès le 6 avril à l'ordre constitutionnel normal. Mais ce magistrat-là avait dit à Ouaga qu'ils vont nous poursuivre, nous les députés qui avons voté la réforme constitutionnelle de ATT. Nous avons fait ces débats-là publiquement. J'ai dit que c'était un magistrat félon. Parce qu'un magistrat qui veut poursuivre un député parce qu'il a voté une loi, c'est un magistrat félon, indigne d'être un magistrat. Et Fatmata Siré, paix à son âme, qui était une grande militante, qui était notre ambassadeur, je ne sais pas si vous vous souvenez, en Allemagne, paix à son âme, elle est décédée. Elle a dit dans l'avion, monsieur, vous êtes un juge, vous, on doit vous poursuivre pour complicité de crime. Parce que le coup d'État est un crime selon la Constitution. Et vous, vous soutenez ça. Bref, c'était un magistrat. Il a fait au vu et au sous de tout le monde. Il a été au CNT. Actuellement, est-ce qu'on l'a poursuivi? Est-ce qu'on en a parlé? Lui n'est pas un magistrat, il ne fait pas de politique. Le ministre de la Justice lui-même, il a choisi son camp. On a vu tout ce qu'il a fait pendant le procès de la déstabilisation. La rançon, il a été ministre de la Justice, tant mieux pour lui. Mais il exerce une activité politique aujourd'hui. Il n'y a pas de fonction plus politique que celle de ministre de la Justice, mais il reste magistrat. Moi, quand j'étais ministre de la Justice, ou ministre des réformes de l'État, on m'a omis du barreau. Tu ne peux pas être ministre et avocat, tout comme tu ne peux pas être ministre et ministre de la Justice et être magistrat. Donc voilà la réalité. Donc finalement, votre client, il a été radié. Donc ça veut dire quoi, radié? Radié, ça veut dire qu'il met fin à sa carrière de magistrat. Je crois savoir qu'il doit aller d'ailleurs à la retraite à la fin de l'année. Bon, peut-être qu'il bénéficiera aussi d'une ordonnance qui va le rappeler
en activité, hein, pourquoi pas. Certains qui devaient partir à la retraite ont bénéficié de ça. On ne sait jamais. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais ce que je dis, devant l'histoire, chacun va répondre de ce qu'il a fait. Il faut qu'il y ait un minimum. Là, nous sommes dans des problèmes de droit pur qui ont été éludés par de hauts magistrats. Ils vont rédiger leurs décisions. Le commentaire que je suis en train de faire actuellement, il est parfaitement légal. J'ai le droit de le faire. Et je vais commenter leurs décisions à cœur joie. Et je vais soumettre la décision à d'autres commentaires, d'autres professionnels. Parce que c'est une affaire qui va aller très loin, cette affaire-là. On ne va pas s'arrêter là. Non seulement nous allons faire un recours devant la section administrative de la Cour suprême, parce que nous continuons à faire confiance en la justice, nous continuons à penser qu'il y aura encore des magistrats courageux qui vont dire le droit. Nous allons faire confiance. Mais si jamais nous perdons, nous irons à la Cour africaine des droits de l'homme, nous irons éventuellement devant la Cour de la CEDEAO, parce que ce sont des droits fondamentaux des citoyens qui sont mis en cause. La nouvelle constitution a donné une nouvelle composition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est un nouveau droit, de nouvelles libertés qui ont été accordées aux citoyens et évidemment aux magistrats. Le fait que le Conseil supérieur soit composé pour moitié de magistrats et pour moitié de citoyens est une garantie nouvelle, est un nouveau droit pour les citoyens. Pourquoi on va priver Chérif de cela? Donc c'est une atteinte à un droit fondamental garanti par la Constitution, et la Constitution dit que c'est la Cour constitutionnelle qui garantit les libertés fondamentales et les droits des citoyens. C'est la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi si on allègue l'inconstitutionnalité d'une loi qui porte atteinte à vos droits, la nouvelle procédure dit qu'il faut saisir la Cour constitutionnelle. Mais on peut aussi saisir la Cour africaine des droits de l'homme si nos droits ont été violés et qu'ils n'ont pas été respectés dans la procédure interne. Donc nous irons au-delà de la procédure interne, nous irons éventuellement devant les juridictions internationales pour prouver notre bon droit. C'est aussi simple que ça. Donc, nous avons une dernière question. En le radiant, est-ce qu'il va après bénéficier de ses droits? Bon, je n'ai pas vu la décision. Il y a la possibilité de radier quelqu'un sans parler de sa pension. Il y a la possibilité de radier avec privation du droit à la pension. Je ne sais pas ce qui a été décidé. Mais dans tous les cas, encore une fois, cette décision, elle n'est pas définitive. Nous allons faire un recours contre les décisions de rejet des exceptions qu'on a soulevées et contre la décision au fond que je viens d'apprendre avec vous. Je n'ai même pas parlé avec mon client encore, je n'ai échangé avec personne. J'ai vérifié que c'est vrai, effectivement, on m'a dit que c'est vrai, c'est ce qui a été rendu. C'est une décision grave, c'est sans précédent. Je ne connais pas de précédent dans la famille judiciaire malienne qu'un magistrat ait été révoqué de cette manière-là par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est une décision extrêmement grave, pas seulement pour Chérif, mais pour ceux qui l'ont rendu. Pour ceux qui l'ont rendu. J'attends la motivation et déjà on va leur répondre en droit pur. En droit pur, ces exceptions qui ont été rejetées, il va falloir les motiver. L'application de la Constitution, il va falloir qu'on nous dise que la nouvelle Constitution n'est pas applicable. Nous, on en tirera les conséquences sur d'autres plans. Si la charte continue à nous régir, on va le savoir, ils vont nous le dire, et comme c'est une décision judiciaire, on va en tirer les conséquences demain. Et peut-être même très bientôt, plus tôt qu'ils ne pensent. Parce que d'autres vont vouloir se prévaloir de la fin de la charte pour en tirer des conséquences. Voilà. Votre dernier mot? Je ne voulais pas commenter cette décision, mais je me suis dit, j'ai un devoir d'information vis-à-vis de tous les Maliens. Et à l'international, je sais que cette affaire est suivie parce que Chérif est un homme public, c'est un haut magistrat qui a exercé de très hautes responsabilités dans la magistrature au niveau international. Il est dans plusieurs syndicats sur le plan international qui
manifestent leur intérêt pour cette procédure et qui sont en train de suivre et qui vont avoir à commenter la décision qu'on va leur envoyer. Donc c'est pour ça que j'estimais que j'avais un devoir d'information vis-à-vis de tout le monde. Je le dis tranquillement, que je ne suis pas surpris, je ne suis pas, outre mesure, je ne suis pas surpris, et mon client non plus, je ne l'ai pas parlé avec lui, mais en partant, on le savait. Et si d'ailleurs on a quitté, c'est pour ça. Parce qu'on a dit, on ne veut pas, face à cet entêtement, cet empressement, parce que rien ne justifiait qu'il soit jugé aujourd'hui. C'est ce qu'on nous a montré. Quoi que vous dites, quoi que vous fassiez, on va le juger aujourd'hui. Sinon, une demande élémentaire de réflexion à une semaine, je ne vois pas pourquoi on peut refuser ça. Des magistrats peuvent refuser ça à un autre magistrat dans le cadre de sa défense. Donc, on le savait qu'il y avait une décision préméditée qui allait tomber, elle est tombée, on en tirera les conséquences par la voie de recours que nous aurons à exercer. Merci. Et c'est le seul magistrat que vous défendez, c'est ça? Oui, c'est le seul pour l'instant. Je crois savoir que il y a des poursuites qui doivent être exercées contre Draman Diarra. Pour l'instant, je n'ai pas été saisi par Draman Diarra, qui d'ailleurs n'est pas là présentement. Quand ils vont le poursuivre, on avisera. Voilà. Merci.